Réponse. Comment peut-on l'aider? Oh boy, là, vous m'en posez une bonne. Bien, en étant attentif à ce qui se passe. Il faut en demander beaucoup pour en avoir peu. En étant là, pour lui. Oui, absolument. Il peut être proche d'eux. Hein. Ouais, écoutant tout ça. Que ce soit psychologiquement ou physiquement. Là. Pas lui donner de l'argent parce que des fois, tu sais pas à qui t'as affaire. Là. Tu peux partir sur la ballonne, sur la go. Puis... Il y a certainement de l'aide à apporter des proches aidants, sauf que je me demande à quel ce service, peut-être que le gouvernement pourra apporter de l'aide. Ben, peut-être en lui facilitant l'accès à certains services auxquels il aurait droit. Là. On a de l'aide un peu du CLSC, mais c'est quoi? C'est une heure, c'est à peu près 3 heures par semaine. On peut les aider en plusieurs formes, que ce soit financièrement ou matériellement ou moralement. En prenant soin, mais aussi, il faut penser à soi, là, pour avoir la force d'aider la personne qui a besoin. En mettant beaucoup d'amour. Un proche aidant, des fois, il y a des tâches que lui-même n'est pas capable d'effectuer, selon moi. Il faudrait qu'il soit épaulé par une autre personne qui puisse l'aider parce que, veut pas, un proche aidant, c'est un être humain aussi. Il y a certaines choses qu'il est incapable de faire. Donner une break, donner un congé, être là pour supporter la famille qui a besoin d'aide puis lui laisser un repos, une période de repos. Donc, voici, Véronique, moi, je lance cette question. Qui veut l'attraper? Comment peut-on aider un proche aidant? Bien, il y a certaines, dans le Vox Pop, il y a des gens qui ont nommé certaines choses, entre autres, être présent. Être présent aux proches aidants. Moi, je sais que dans ma pratique, j'entends beaucoup de gens qui disent, tu sais, j'aimerais ça des fois quand les gens m'appellent, qui me demandent comment moi je vais comme proche aidant. On me demande toujours comment va l'autre, mais moi, comment je vais, on oublie de me le demander. C'est comme si j'existais plus. C'est normal, moi je veux bien. On ne me pose pas de questions. C'est des petits gestes que monsieur, madame, tout le monde peut faire, là, parce que oui, il y a beaucoup des soins, tout ça, oui, mais c'est pas tout le monde qui a les aptitudes pour donner des soins non plus. Puis, bon, oui, il y a de l'argent, il y a des choses comme ça, mais on a différents moyens qu'on peut faire. Ça peut être des fois, oui, quand c'est dans certaines circonstances, offrir du répit, dire, ben regarde, je vais être là une demi-heure, une heure, va donc prendre une marche, des petites choses comme ça, mais il y a d'autres gestes faciles, comme, je sais pas, moi, si je me fais une sauce à spaghetti, ben peut-être que je peux en prévoir un petit peu plus, en donner à quelqu'un. Un petit geste. Un petit geste, peut faire la différence. Faire la pelouse, pelleter, rentrer du bois. Il y a plein de petits gestes dans le quotidien, mais c'est sûr que ça peut être plus que ça. Mais ce que j'entendais beaucoup dans le Vox Pop, les gens se sentent très démunis à dire hey, « c'est tellement lourd, je ne sais pas quoi faire pour les aider ». Mais il y a des choses qui peuvent être faites. C'est vraiment dans les petites choses qui vont alléger le quotidien, justement, et que là, ça devient précieux. Est-ce qu'il existe des maisons de répit ou quelque chose, Il existe des formes de répit, des services de répit qui sont offerts parmi les organismes. Si je parle de mon organisme, la Société Alzheimer du Centre du Québec, il y a du répit pour les gens parce qu'il faut savoir que les proches aidants, en généralité, sont épuisés. Ils en font beaucoup au quotidien. Donc, ils sont épuisés, ces gens-là, et ils ont besoin de répit, ils ont besoin de temps pour soi. Donc, à la Société Alzheimer, on offre de l'accompagnement à domicile pour ces gens-là, donc pour qu'ils puissent avoir un peu de temps pour soi. Et il y a aussi les formes de répit qui sont les centres de jour. Ça, c'est vraiment la personne qui a la maladie, qui va se rendre dans un centre de jour pour faire des activités du quotidien, de la vie quotidienne. Pendant ce temps-là, la personne proche aidante peut prendre du temps pour soi. Quelle est la plus grande difficulté qu'un aidant, justement, rencontre avec une personne qui souffre de l'Alzheimer? Bien, il y a plusieurs difficultés, c'est sûr. Les services ne sont pas tous adaptés pour chaque particularité des personnes. Il y a des gens que la personne qui a la maladie ne veulent pas entrer des inconnus dans leur vie. Ça les inquiète, ça les perturbe, ça les désoriente davantage. Donc, c'est difficile pour une personne qui a la maladie ou pour son proche aidant d'accepter les services qui sont déjà en place sur le territoire parce qu'il faut que ces gens-là... acceptent d'entrer des nouvelles personnes dans leur vie, puis que c'est de l'aide qui est offerte par quelqu'un d'autre, c'est pas eux qui offrent l'aide. Donc, c'est difficile à accepter tout ça. Le répit est un service très important, mais c'est difficile à adopter pour soi, disons.
Puis ce que Magali nous dit par rapport au répit, par rapport à faire rentrer de nouvelles personnes, peu importe, là, elle parle d'Alzheimer, mais qu'on parle d'un enfant qui... Bon, tantôt, on l'entendait avec Karine et avec Sylvie. Rentrer des nouvelles personnes, c'est pas toujours facile. Il faut prendre le temps, faut... L'adaptation, c'est une question d'adaptation. Puis des fois, on va proposer à quelqu'un de lui offrir de l'aide. Moi, je peux bien proposer à ma voisine ou à ma sœur de l'aider. Puis des fois, ça arrive que la personne aidante va faire « Ah, non, c'est correct ». Mais moi, je pense que ce qui est important, c'est de continuer, pas arrêter au premier refus. Parce que c'est pas facile pour la personne aidante d'accepter l'aide non plus. Des fois, c'est la personne aidée qui veut pas. Des fois, c'est la personne aidante qui veut pas parce qu'elle a peur du jugement. C'est parce qu'on est en train de me dire que je suis pas bonne, que je suis pas capable. Fait qu'il y a toutes ces choses-là qui sont en arrière aussi. Ça a l'air bien facile comme ça, là. Mais il y a toutes ces choses-là qui sont en arrière aussi. Donc, la personne a aussi besoin d'être écoutée. Je peux-tu prendre une demi-heure dans ma journée pour l'appeler? Hey, comment ça va? Lui donner des nouvelles, parler de la pluie puis du beau temps, de d'autres choses que de la maladie ou du handicap, ou lui permettre de dire la vie continue. Tantôt, on me faisait remarquer justement que lorsque tu es proche aidant, tu ne le reconnais pas parce que tu dis, bien, c'est normal, c'est mon enfant, c'est normal, c'est mon père, c'est ma mère. Tout à fait. Puis surtout dans le cas avec l'Alzheimer, c'est leur conjoint dans la plupart du temps. Donc, de dire, bien, moi, je suis pas une personne proche aidante, c'est mon mari, j'en prends soin. Donc, je ne me reconnais pas là-dedans. Donc, il y a aussi cette partie-là des gens qui sont proches aidants, qui ne se reconnaissent pas. C'est quand le moment propice qu'ils doivent reconnaître qu'ils ont besoin d'aide? À cause d'épuisement. C'est vraiment avant l'épuisement. Malheureusement, dans certains cas, l'épuisement est déjà en place chez la personne. Le plus tôt possible. C'est ça, tout à fait. C'est vraiment le plus tôt possible dans leur cheminement parce qu'au début, ça peut être de, bien, je vais aller chercher de l'information sur ce que c'est, sur des services, sur différentes choses. Et ça, avoir cette information-là peut permettre justement d'être un peu moins débordé quand on a ce besoin-là qui apparaît. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui est possible? Donc, dès qu'on se rend compte... Puis au pire, si on n'est pas proche aidant, là, les organismes vont nous le dire. OK? Les organismes concernés vont nous le dire, bien, c'est pas nous, vous n'êtes pas à la bonne place. Mais généralement, là, moi, je n'ai pas connu ça, devoir dire à quelqu'un, non, vous n'êtes pas proche aidant. Il y en a qui le prennent tôt. Tant mieux. Parce qu'on le voit, quand ils nous arrivent et qu'ils sont en épuisement, là, c'est beaucoup plus long. Et c'est une réalité. Des proches aidants qui décèdent avant la personne aidée, là, j'en ai vu. Oui, tout à ce point-là. Ça existe. Parce qu'ils s'oublient tellement et ils passent tellement de temps pour les autres qu'eux autres, ils n'existent plus. Ils oublient leur santé. En fait, leur santé en périsse. Ils prennent pas de temps pour soi, pas de temps pour se reposer, se ressourcer. C'est sûr qu'à un moment donné, la santé... Parce que là, ils doivent camper le rôle souvent d'infirmier, thérapeute, d'enseignant. Voilà, tout à fait. Puis tantôt, dans les Vox Pop, ça ressortait aussi, les gens disaient un proche aidant, c'est quelqu'un qui donne des soins, qui lave, qui fait manger, qui fait... ça, c'est un bout et c'est une extrême, mais c'est beaucoup d'autres choses aussi, là. C'est pas juste faire manger, on est proche aidant bien avant ça, là. Et c'est toute l'inquiétude qui nous habite quand on est proche aidant. Tout le temps, c'est toujours là, c'est toujours présent. On peut jamais mettre vraiment notre cerveau à off et dire « moi, je suis très heureuse et tout va très bien ». Il y a toujours une ombre quelque part parce que tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver ou presque. Exactement. Et ces gens-là, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Karine? Bien, vas-y. Dans le fond, au niveau des familles, à Autisme Centre du Québec, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un sentiment de culpabilité. Juste de reconnaître le besoin de répit, c'est déjà une démarche assez ardue. Donc, on a des parents qui sont à bout de souffle, qui sont très sensibles aussi au niveau du regard des autres, qui reçoivent des jugements là, depuis plusieurs années sur leur méthode éducative. Il y a encore des mythes qui sont très, très, très présents, dont celui que c'est de la faute de la mère s'il y a un TSA au niveau de l'enfant. Donc, il y a beaucoup de sensibilisation à faire auprès de la personne aidante qui ne se reconnaît même pas comme étant aidant. On vit de la frustration, on vit même de l'isolement pour des proches aidants. Tout à fait. Beaucoup d'isolement, beaucoup. On voit souvent au début, dans un diagnostic qui a été posé en début de processus, on voit souvent les gens, ils ont de la famille, des amis, un travail, des hobbies. Et plus ça va dans le temps, et il y a toujours une petite partie
qui se détache, en fait. Le réseau social n'est plus là, Ouais. la famille se distance, le travail, c'est plus possible de pouvoir travailler en temps plein. Beaucoup d'isolements qui sont associés à ça. Juste prendre le temps également pour le besoin de nos téléspectateurs, parce que anciennement, le terme était aidant naturel. Maintenant, nous utilisons proche aidant. On peut peut-être en parler. Bien, la raison pour laquelle on tente à changer le terme, c'est que aidant naturel a un aspect, bon, ça veut dire c'est naturel, c'est normal de faire ça. Ce n'est pas vrai que c'est normal d'être aidant dans la vie. OK? Premier aspect. Deuxième chose, si c'est naturel, je dois être capable tout seul. Si j'ai besoin d'aide, ça veut dire que je ne suis pas bon, que je ne suis pas bonne, que je ne dois pas faire ça comme il faut. Alors que ce n'est pas vrai. Aller chercher de l'aide est justement une façon de pouvoir être encore plus adéquat, encore plus outillé comme aidant. Et ce que ça fait aussi, c'est quand on parle d'aidant naturel, ça a tendance à faire que socialement, bien, on les reconnaît pas, puis c'est bien correct, puis c'est bien normal, puis donc ils n'ont pas besoin de services, puis on n'a pas besoin de mettre d'argent, puis on n'a pas besoin trop de faire de choses, parce que c'est naturel. Oui, effectivement. Fait que c'est normal que la famille porte les choses. Et quand on regarde dans les statistiques, 80 des services, si on parle juste pour les proches aidants d'aînés, 80 des soins sont donnés par les proches. Et là, on parle juste des proches aidants d'aînés. Là. On n'a même pas rentré là-dedans tous les autres proches aidants qui sont là puis qui en donnent aussi. Là. Karine, dans son quotidien, elle en donne beaucoup de soins. Là. Fait que c'est cette réalité-là aussi. Là. On va prendre les quelques secondes qui nous restent pour justement parler de vos propres organismes. Débutons par toi, Karine. Bien, dans le fond, Autisme Centre du Québec, c'est un organisme communautaire d'aide, d'entraide et de défense de droits. C'est du support, c'est de l'accompagnement très spécifique dans toutes les étapes. À partir du moment où un parent a un doute, on l'accompagne, on l'écoute aussi. On fait aussi là, un petit bout par rapport aux nombreux services qui sont dans la famille. Là. Donc, on est là à toutes les étapes, on s'adapte à tous les besoins aussi. Numéro de téléphone? C'est le 1-844-383-6373. Magali? Oui, alors la Société Alzheimer du Centre du Québec, c'est un organisme communautaire, bien entendu. Donc, nous, en fait, on offre des services à la personne qui a la maladie d'Alzheimer, mais aussi à sa personne proche aidante. Donc, autant de l'écoute téléphonique, de l'information, du soutien psychosocial à travers plusieurs types de groupes d'entraide, groupes, en fait, de soutien et de café-rencontres. Et il y a aussi la forme de répit dont je vous expliquais tantôt, qui est très importante au niveau de la société. Et le numéro de téléphone, 819-293-4478. Tu m'as devancé. Oui. À ton tour. La Passerelle, c'est l'association des familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale. Donc, nous, on ne travaille pas avec la personne atteinte, mais tout son entourage pour apporter du support, qui deviennent des accompagnateurs et que ce soit plus facilitant pour eux, qu'il y ait aussi du répit. Il y a des rencontres individuelles, des cafés partage, des ateliers pour mieux comprendre la maladie, pour apprendre à communiquer autrement, pour mieux accompagner et penser à soi aussi. Numéro de téléphone? 819-233-9143. Et ma charmante co-animatrice. Bien, moi, c'est Véronique de l'Association des personnes proches aidantes de Bécancour-Nicolet-Yamaska. Dans le fond, nous, on est là vraiment pour être là en support à la personne aidante. On ne travaille pas avec la personne aidée. C'est sûr que ça ne veut pas dire qu'on n'en tient pas compte. C'est une dyade. Mais on est vraiment là pour lui permettre d'éviter les effets négatifs du rôle d'aidant, du support psychologique individuel, de groupe, permettre aux gens de se parler, briser l'isolement. Et on se déplace sur le territoire. Merci beaucoup, Véronique, pour le rôle que tu as rempli en tant que co-animatrice. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous d'avoir, bien sûr, participé à cette émission spéciale. J'aimerais également remercier nos 5 intervenants, mesdames Danielle, Sylvie, Monique, Karine et bien sûr Fabienne. Merci également aux propriétaires du lieu, le Moulin Seigneurial. N'est-ce pas un endroit magique pour avoir fait cette émission spéciale? Merci de nous avoir accueillis. Et un gros merci à vous tous à la maison d'avoir été là pour nous écouter. Et n'hésitez pas, si vous vous apercevez que proche de vous, dans votre entourage, que vous avez un proche aidant, soyez alerte, soyez vigilant, soyez vigilante, soyez reconnaissant pour les tâches qu'il accomplisse. Très, très reconnaissant. Passer le message, véhiculer le message, c'est très, très important. Merci d'avoir été là. On vous souhaite la plus belle des semaines et que le meilleur s'installe dans vos vies respectives à chacun et chacune d'entre vous. Au revoir tout le monde.
Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.